tous les dimanches, 1h-2h. Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Nos deux premiers invités, le responsable du GREI, Ibler Rebu, et le directeur de l'ISC, le professeur Ronnie Desroches. Au menu, l'éventuelle déportation de 50 000 réfugiés haïtiens par les États-Unis d'Amérique, la réhabilitation de l'armée, la mise sur pied du CEP permanent et la crise politique. La troisième partie de l'émission sera consacrée au dossier brûlant du TPS. Nous allons interviewer depuis la Floride Maître Sorette Michel, spécialiste des questions liées à l'immigration. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Pi bon mag, pi bon prix, depuis ça ouvre ses outils. Pi bon choix matériel pour électricité, finition et plomberie. Pi bon service, pi bon accueil, pour tout le monde cap construit. Architecte, ingénieur, compte mettre boss, designer pour soi mettre caille. Éco de bon bien tout sans besoin pour construire j'ai caillou normal. Petits outils, gros outils, bons outils. Bon ma qualité supérieure, bon prix. Si ranger vos constructions, belle finition. Éco dépôt pour job la bien faite, pour caille fait. Éco-dépôt, c'est joindre la technique à l'agréable. Alors, comme annoncé le colonel Ibler Rebu, le responsable du GREI, le Grand Rassemblement pour l'évolution d'Haïti, est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler de plusieurs dossiers. Monsieur Rebu, bonsoir. Bonsoir Rothschild et nous saluons tout le monde. Alors, monsieur Rebu, on va commencer tout d'abord avec le dossier des Haïtiens qui bénéficiaient du TPS aux États-Unis d'Amérique. Les nouvelles ne sont pas bonnes car on pense qu'on va effectivement déporter ces Haïtiens qui sont à peu près 50 000 en Floride et aussi dans d'autres États aux États-Unis d'Amérique. Ça va être un coup assez dur et dans les circonstances normales, si nous avions fait ce qu'on appelle le travail préparatoire, ça aurait été une offre nouvelle pour la structure socio-économique. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce sont des gens qui ont fui. Les raisons pour lesquelles ces gens-là ont fui Haïti continuent d'exister aujourd'hui. Donc ça va être extrêmement difficile leur intégration. D'ailleurs, ils vont arriver avec, si vous voulez, des préjugés défavorables. Ce sont des gens qui reviennent de l'étranger, donc qui potentiellement sont supposés avoir de bons moyens économiques avec eux. Donc leur intégration, même dans leur famille, va poser des difficultés. Parce qu'il y a beaucoup de membres de la famille ici en Haïti qui dépendaient quand même de ces transferts. Absolument. Donc c'est une situation, c'est un coup pour les receveurs et qui n'ont même pas le recul pour évaluer et comprendre la situation de ceux-là qui vont arriver. Et ce sont des gens qui vont arriver avec un très gros stress personnel, un très gros stress, de très grosses inquiétudes, parce qu'il n'y a pas de bonne structure d'accueil. Nous n'avons pas la capacité de recevoir maintenant 50 000 personnes, même si on étale ça sur une période de 6 mois. Et puis il y aura aussi probablement des séparations familiales parce que ces Haïtiens qui sont partis après le tremblement de terre, ils ont eu des enfants qui sont américains, probablement qui vont rester là-bas. Donc c'est une situation extrêmement compliquée, psychologiquement, moralement et également économiquement. Extrêmement compliquée, et je ne pense pas que ces facteurs vont émouvoir la structure américaine. Il y a d'abord la compression économique aux États-Unis. Il y a la très grande peur des étrangers qui est en train de se développer avec ce que l'on a comme attentat, mais surtout comme l'approche personnelle du président Trump. Donc c'est une multitude de facteurs qui ne sont pas favorables
à la situation de ces Haïtiens. Et entre-temps, Himmler Rébu, les Haïtiens continuent à se rendre au Chili, notamment la jeunesse de ce pays qui part pour le Chili. C'est un sujet de très grande préoccupation, mais qui est totalement compréhensible. Il y a une politique qui a été développée par le Canada pendant très longtemps d'aspiration de nos potentialités intellectuelles et manuelles aussi. Et les pays de l'Amérique du Sud ont découvert à travers ce qu'on appelle la floraison connue par la République dominicaine la capacité, le potentiel haïtien dans les soubassements de l'économie. Et ce n'est pas par amour ou par pitié que des pays latino-américains accueillent les Haïtiens et créent les conditions pour leur permettre d'arriver dans ces pays-là. Nous avons vu toutes les dispositions qui ont été prises par le Chili il y a une très grande aspiration économique également, parce que les Haïtiens dépensent beaucoup d'argent pour pouvoir se déplacer. Et chaque déplacement d'Haïtiens pendant cette période tourne autour de l'ordre d'un minimum de $3,000 américains. Donc, il y a des milliers d'Haïtiens qui voyagent tous les jours. Si vous allez à l'aéroport, c'est une situation extrêmement alarmante. Donc, Haïti est exempt sur le plan économique. Haïti envoie beaucoup d'argent à l'extérieur. Nous envoyons beaucoup d'argent à l'extérieur pour l'écolage des enfants, pour les études. Il y a beaucoup de gens. On est déjà en situation de famille séparée. Il y a beaucoup de gens qui vivent en Haïti, mais leurs parents, leurs femmes, leurs enfants sont à l'extérieur. Et ça représente un coût extrêmement important sur l'économie nationale. Il y a le mouvement inverse aussi qui se fait. On a vu dernièrement les rapports qui ont été faits du point de vue de nombreux transferts du Chili vers Haïti. Donc, il y a comme un va-et-vient du point de vue économique, mais ce qui est sûr, Haïti est la structure qui perd. Premièrement, elle ne peut pas garder ses potentialités, parce que les gens qui s'en vont au Chili, par exemple, ce ne sont pas des gens invalides. Ce sont des gens qui ont un potentiel producteur que nous avons là pas la capacité d'absorber en Haïti. Donc, ils vont vendre leur force de travail à l'étranger, force de travail que nous aurions eu intérêt à utiliser en Haïti. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Colonel Rébu, la question de l'armée, le gouvernement insiste. Donc, le 18 novembre, on va avoir cette armée défiler. Et on parle de la constitution prochaine du haut état-major de l'institution militaire. C'est une bonne nouvelle selon vous? Je pense qu'il y a des pas positifs qui ont été faits par rapport au lancement initial du dossier. L'idée initiale était que l'on reçoive 500 jeunes soldats, 500 nouveaux soldats pour les intégrer à la structure militaire. Suivant ce que nous avons pu glaner comme information à travers certaines déclarations des autorités, la décision aurait été prise pour que le 18 novembre, la remise administrative et de manière officielle des forces armées se fasse. Il est dit aussi qu'il y aura entre-temps un état-major, et c'est justement à partir de la mise en place de cet état-major qu'on va activer le processus d'intégration des jeunes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire et qui doivent se faire. Et tout est une question de méthode et de manière, parce que tel que le mouvement a été initié, nous avons été heureux de voir que les autorités ont écouté ceux-là qui sont intervenus sur le dossier, et un modérateur a été mis en place pour approcher la question de manière orthodoxe, de manière classique. Donc, nous attendons pour voir ce que ça va être le 18 novembre et la suite du processus, comment le gouvernement va l'approcher et comment la structure sera mise en place. On va poser beaucoup de questions sur la question de la doctrine de cette nouvelle armée. Bon, la doctrine militaire, elle est universelle. Et le rôle de l'armée à travers, quel que soit le pays, est toujours pareil. Le premier rôle, c'est la défense de la périphérie géographique du pays, avec naturellement
des antennes avancées en fonction des intérêts dans des pays étrangers. Je dois souligner qu'il y a quelque chose d'extrêmement, une institution extrêmement importante qu'on devrait penser à mettre en place, c'est le Conseil national de sécurité, qui devrait embrasser le travail qui se fait au niveau de la diplomatie, le travail qui se fait au niveau de la restructuration des douanes, le travail qui doit se faire au niveau d'une très bonne restructuration de l'immigration, parce que ce sont des facteurs de sécurité nationale. Également, la question du contrôle de nos frontières terrestres, maritimes et aériennes. J'ai entendu le président de la République parler de la mise en place potentielle d'une structure aéronautique. C'est extrêmement important, même si on la débute, on la met en place avec quelques éléments mineurs, au moins 10 à 15 appareils. Il y a une base nationale en matière d'aviation. Il y a une potentialité sur le terrain qui demanderait une mise à jour avec des stages de mise à niveau à l'étranger, et ça pourrait aller très vite. Il y a le très gros intérêt que le pays aurait dans l'engagement des socioprofessionnels pour avoir les premières lignes de ce corps d'armée. Et l'action de ces socioprofessionnels, là je parle de médecins, d'ingénieurs, d'agronomes, aiderait beaucoup à vendre une image différente de l'armée. C'est vrai qu'une armée est toujours appelée dans n'importe quel pays à intervenir dans les situations spéciales, dans les situations de catastrophe. On a l'impression que l'on veut vendre cette possibilité d'action comme étant l'image de l'armée. Et c'est une image, c'est une des tâches. Et la fonction de l'armée est d'abord une fonction de sécurité intérieure de l'État. Quand je parle de sécurité intérieure de l'État, je ne parle pas de l'action de la police elle-même qui s'occupe des problèmes liés à la sécurité publique, mais la sécurité intérieure de l'État, c'est répondre aux questions comment pouvons-nous donner un meilleur accès à la santé, comment nous pouvons donner un meilleur accès à la production alimentaire, comment nous pouvons donner un meilleur accès dans le déplacement des personnes et des biens. Donc tout ceci, une armée nationale peut largement contribuer à ces actions gouvernementales et aussi à mettre un lien entre cette structure militaire et la population, car on doit toujours avoir à l'œil, à la pensée, quand même les effets négatifs de notre histoire récente. Et nous savons que nous sommes dans un pays, c'est un dossier social, donc il y a forcément des pour et des contre. Et les arguments des pour peuvent se révéler être des arguments très forts. Donc il faut avoir une action sur le terrain, visible, palpable, de mise en commun des efforts de l'institution militaire et de la population pour arriver à casser l'image de l'armée tapageur qu'on peut très facilement émousser. Alors, comment éviter les erreurs du passé en ce qui concerne cette nouvelle armée, Himmler Rebu? C'est mettre au chevet de cette armée d'abord des nationalistes. D'abord des nationalistes bien imbus de l'histoire de ce pays. Des nationalistes, pas des fanatiques, des idéologues qui puissent saisir la nation haïtienne dans son entièreté. Il y a une certaine tendance à faire revivre l'état que nous avions au niveau de la colonie de Saint-Domingue, de la jeune République d'Haïti, l'état oppositionnel, où nous cherchons toujours à diviser, comme l'avait prescrit d'ailleurs un président américain. Il faut toujours avoir des sujets de division entre les gens qui n'ont rien, entre les gens qui en ont, et entre les gens qui en ont contre les gens qui n'ont rien, et les gens qui n'ont rien contre les gens qui en ont. Donc, tant que nous sommes à l'intérieur de cette politique, nous ne pouvons pas nous développer. Nous ne pouvons pas créer une sensation où le mulâtre, ou le bourgeois, parce que c'est pas tous les mulâtres qui sont des bourgeois, c'est pas tous les noirs qui sont des pauvres. Donc, disons,
Nous n'avons pas de bourgeois en Haïti, nous avons des gens qui possèdent de l'argent. Maintenant, parce que la bourgeoisie, c'est une philosophie, c'est une manière de vivre, c'est une culture. Nous avons des gens qui ont de l'argent en Haïti, mais nous ne créons pas les conditions d'intégration de ces gens, que ces gens-là puissent se sentir à l'aise d'investir leur argent dans ce pays. Donc, nous avons créé des situations politiques qui font que ceux-là qui ont de l'argent ou ont peur d'exposer leur argent, ou qui ont peur, qui sont obligés de mettre une grande partie de leurs avoirs à l'étranger. Quand, par exemple, nous avons des hommes qui accèdent à des postes extrêmement importants, qui finissent par avoir un peu d'argent, le premier réflexe, c'est aller déposer ces valeurs-là à l'étranger. Or, justement, nous paupérisons le pays à l'intérieur de cette attitude. Maintenant, est-ce que l'attitude individuelle humaine n'est pas compréhensible? Oui, parce que la personne met très bien son argent dans une banque en Haïti. Mais on connaît en Haïti, personne ne parle qu'on a fait personne, et personne ne parle jamais fin sûr que pas de monde qui parle pas la faire. Maintenant, si nous n'enlevons pas cette crainte, nous ne permettrons pas au pays de créer des emplois. Donc, nous condamnons automatiquement l'homme de la rue qui n'a rien. Alors, pour éviter toute politisation de cette institution militaire, pour que l'armée soit une armée respectueuse, notamment des droits humains, quoi faire, Ibn Arabi? Bon, et même pas entrer dans la question des droits humains, parce que normalement, l'armée n'est pas censée avoir de mixité avec la population, sauf pour rendre service. Donc, le problème des droits humains devrait être transféré de préférence dans le cadre de la police nationale qui a des relations et des fois même des relations physiques avec les populations. Une armée normale n'a absolument rien à voir avec le citoyen civil, sauf pour l'aider dans une situation extrême. Mais le rôle du militaire n'est pas d'intervenir dans la quotidienneté du citoyen. Donc ça, c'est le travail de la police, c'est le travail de la justice. Donc il faut qu'il y ait des chefs à bien maîtriser ces notions-là, et qui soient des nationalistes d'abord, qui soient assez imbus de l'histoire d'Haïti, et qui soient assez imbus de la loi et des règles de la Rex Publica. Donc moi, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude, car c'est l'orientation à la tête qui va permettre, qui va définir le mode de fonctionnement de cette nouvelle institution. Il y avait beaucoup de préoccupations, beaucoup de réticences de la part de certains pays quand même très puissants de la communauté internationale à propos de la remise sur pied de l'armée. Comment, selon vous, le gouvernement pourrait arriver, s'il arrivait à convaincre ces secteurs de la communauté internationale puissants qui sont quand même réticents sur le dossier de l'armée? La communauté internationale, ces craintes, ce sont des craintes anticipatives liées à l'histoire passée. C'est une manière de regarder, de voir Haïti dans le rétroviseur. Les nouveaux dirigeants, les membres du gouvernement, les nouveaux dirigeants de cette armée doivent avoir ces données-là à l'œil. Et doivent savoir que l'institution doit entrer dans une attitude, dans un vivre ensemble, comme dirait Evans Paul, avec la population, ce qui va servir d'élément à amenuiser, à réduire les craintes et les appréhensions de la communauté internationale. Car de toute façon, sur le plan technique, sur le plan technologique, sur le plan de l'évolution scientifique de la question de l'armée aujourd'hui, nous ne pouvons pas, tout comme le pays d'ailleurs, ne peut pas vivre en autarcie. Il va se développer obligatoirement des relations avec les pays latino-américains, les pays de l'Amérique, les États-Unis, les pays de l'Europe. Car cette armée-là ne pourrait pas vivre, ne pourrait pas se développer techniquement en dehors des échanges. Si nous mettons en place une bonne structure, en fait, on doit mettre en place une bonne structure du renseignement et de l'intelligence militaire. Ces structures-là, ce sont des structures interconnectées au niveau international. Donc, maintenant, les échanges ne vont pas être faciles au début parce que il y a tous les préjugés liés à l'histoire ancienne, à l'histoire passée. Donc, ça va être un devoir, pas de justification, mais un devoir dans l'attitude au quotidien, dans le fonctionnement au quotidien. Et je pense qu'après 1 année, 2 années, le miroir, la glace sera brisée et on pourra traverser de l'autre côté et avoir les échanges normaux avec les autres pays.
Eh bien, Rébu, la crise politique, les manifestations quand même d'un secteur de l'opposition qui se poursuivent pour réclamer la démission du président de la République, Jovenel Moïse. Vos commentaires concernant ce mouvement? Bon, moi je crois que là on est dans la théorie du piquant coin là. C'est un piquant totalement insignifiant, mais qui dérange. C'est comme le chaudron de mer. Donc, son bon pipi bien chaud, vous président Jovenel Moïse, mettez sous pied pour bailler la cap sortir dans pied. Il ne peut pas avoir cette épine au pied et faire comme si l'épine n'était pas là. Donc, c'est pas la bonne attitude. Il y a beaucoup de gens aussi dans l'entourage du président qui doivent chercher à tempérer les ardeurs des fanatiques. Parce qu'il y a des déclarations publiques qui se font qui n'aident pas le pouvoir. Et les gens, pauvres d'esprit, ils croient, c'est ce qu'ils appellent défendre, ils croient défendre le pouvoir. Alors qu'à chaque intervention, ils enlisent le pouvoir. Ils rendent la situation beaucoup plus difficile pour le pouvoir. Dans l'entourage du président, on ne doit pas avoir le langage guerrier, le langage va-t-en-guerre. Il faut que ce soit le langage de la tempérance, le langage de l'élévation, le langage de l'analyse politique froide. Le gouvernement ne peut pas ignorer qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses et que ces gens-là, leur voix doivent être entendues également. Donc, je pense que le président de la République, suivant certaines déclarations que je l'ai entendu faire, en a une parfaite conscience. Et premièrement, qu'il ne peut pas diriger le pays tout seul, que l'opposition, au fait, c'est la meilleure des choses pour lui, c'est ce qu'il lui dit, les directions qui ne sont pas bonnes qu'il prend, et l'opposition ne doit jamais être minimisée. Je crois que l'une des très grandes erreurs de certains gouvernements dans le passé était de minimiser l'opposition. Nous nous rappelons de cette opposition 18 et 18, finalement que les maladresses du gouvernement ont transformé en une opposition extrêmement virile. Donc c'est toujours une erreur de sous-évaluer une opposition en matière politique. D'autant que on n'est pas dans un espace tout lisse où tout va bien, où tout est correct. Le président Jovenel Moïse a trouvé un tissu extrêmement déchiré sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique. Donc, il lui appartient, parce qu'il a accepté la charge, d'avoir une stratégie d'harmonisation de la société à tous les niveaux. Et le langage, le discours guerrier de certains fanatiques, ce n'est pas une bonne chose. Et je pourrais également, de cette période de novembre où nous nous approchons du 18 novembre, lancer un message à ces hommes-là qui se réclament des anciennes forces armées d'Haïti, qui assez souvent se mettent en uniforme, circulent à travers les rues, des fois circulent avec des armes, etc. En tant que frères d'armes, je leur lancerai l'appel de se calmer, de ne pas avoir d'attitude qui peut embarrasser le gouvernement, de se rappeler que des fois ils sont utilisés par certains mentors qui après complotent avec eux, avec les structures internationales pour les maltraiter. Nous nous rappelons ce qui s'est passé au camp d'application à un certain moment donné de la durée. Il y a des gens un petit peu foufous qui font le va-t-en-guerre, qui les encouragent à courir des risques qui sont inutiles et qui sont même risques, en fait, des risques extrêmement, des fois, ont un caractère fatal. Et pour certains, nous rappelons sous champ de masse là, il y a un monde qui a plus de 70 ans, c'est peut-être un monde qui a remis l'armée, c'est peut-être un monde qui était dans l'armée longtemps, qui perdu la vie bêtement, et parce qu'il y a 2-3 monde qui ont chauffé tête. Donc, on a dit, premier bagage qui caractérise un militaire, c'est la discipline. Et des fois, suivre discipline, rester dans la ligne discipline, leur sentir qu'on est qui gagne pied sous cou, leur sentir qu'il y a des bagages qu'on gagne droit à eux que pas baou, l'extrêmement difficile. Mais c'est, comme un des premiers ministres a dit dernièrement, le ou ancien militaire, un monde qui était militaire, il y a un monde qui est militaire dans son âme, il y a un problème, il y a une structure que l'État mettait pour ça.
Donc, il serait mieux que vous passez par structure ça, et non à côté des trois nègres, par exemple, des dans bonhomme, pas songer comment le relais. Ils non à faire coopérative, vous voulez. Heureusement, genre. Ouais, un petit gens chauffer tête nègre, dit, prend l'arrêt, etc. Donc, nous avons dit, heureusement, bon, le remet l'armée, nous bien contents. Son citoyen haïtien, il remet l'armée, tête il chaud pour faire l'armée, ok. Mais à faire l'armée, pas régler comme ça, dans des ordres, dans faire nègre, faire, au cas énervé. Mais l'eau énervé, l'eau militaire énervé, son gros bouquet de l'eau, pour fouiller tête ou là-dedans. Donc, moi-même, moi, t'ai demandé que tout le monde soit un petit genre calme, pour pas embarrasser le gouvernement, pour pas mettre tête dans des situations difficiles, et pour ne pas permettre que les étrangers continuent à briller dans son nom, et pour pas permettre que la population a demandé tête, est-ce que c'est ça que vous voulez offrir comme la meilleure? Parce que assez souvent, l'image est déplorable. Alors, Ibler Rébu, concernant la crise politique, est-ce qu'on croit que le mouvement, que le secteur opposition s'est mené, a une chance pour réussir, et puis qu'est-ce que ça capable de faire quand même pour ramener le calme, un peu la sérénité aujourd'hui en Haïti? Parce que tout le monde dit que question instabilité, il pas bon. Les mouvements protestation qui ont commencé à faire contre le président Aristide dans la période après les élections de 2000, grand pile monde qui te dit, ah, mon cher Baye, ça n'a pas réussi, il va mettre aucun côté. C'était une erreur. On ne doit jamais sous-estimer un mouvement revendicatif. Jamais en politique. En politique, il faut éteindre les premiers petits foyers pour qu'on n'ait pas à appeler les pompiers. D'autant que nous n'avons pas un pompier ici qui est bien armé pour aider nous. Donc, vers les années 2000, après les élections de 2000, il y a eu au départ la contestation. Et il y a eu au départ aussi le sentiment d'omnipotence du président Aristide. Il y a eu le sentiment d'omnipotence de ceux-là qui l'ont entouré. Et c'est pourquoi j'ai passé plus de 2 ans de ma vie à crier, gars, à dire attention, attention, là, c'est ce que vous faites là, vous allez dans le trou. Mais finalement, les Lavalassiens m'ont compris après avoir été projetés dans l'abîme. Et après, nombre d'entre eux, on discute avec moi, mon cher, si on t'avait écouté, on n'aurait pas connu cette déflagration. Ça a été un problème extrêmement grave que nous ayons fêté les 200 ans de l'indépendance nationale de cette constitution. Ça a été une blessure nationale. J'y ai contribué. Mais j'ai fait tous, j'ai même au fort de la conviction que je savais que nous allions à la catastrophe, j'ai crié, j'ai demandé qu'on puisse avoir un départ ordonné. Généralement, on ne m'écoute pas en Haïti. Après, on dit, ah, mon cher, ouais, monsieur t'a dit ça, etc. Donc, et qui ça qu'a fait, Jody? Il ne faut pas minimiser l'opposition. C'est la première erreur tactique, stratégique et politique à ne pas faire. Il y a un problème, s'asseoir avec les ténors, les mettre, je dis à Souta du président Jovenel Moïse Tarele, Compaelli, Tokaili, Moïse, pour y aller chita parler, mon abdou son bail qui est impossible. Mais justement, en politique, on a le devoir de tenter l'impossible. Et il doit le faire publiquement. Il doit lancer un appel pour qu'il puisse s'asseoir. Maintenant, à Moïse Jean-Charles de refuser, parce que il s'est dégagé comme étant le leader de l'opposition. Ils se sont mis avec le groupe 77, avec la structure lavalassienne, et Lavalas, le Lavalas de Jean-Bertrand Aristide semble être rentré dans le bal. Eh ben, il faut s'asseoir avec ces gens. Il faut s'asseoir avec ces gens, il faut mettre ces gens-là face à la nation et leur demander, leur dire que ce que nous sommes en train de faire là, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'opposition, c'est pas bon pour le pays. Et c'est ensemble qu'on doit trouver une solution. Maintenant, ils prendront leur responsabilité face à la nation de refuser l'offre de dialogue. Moi, je crois en politique, dans la vie tout court, la meilleure manière d'opérer pour résoudre les problèmes, c'est pas la confrontation, c'est pas le dialogue. Moi-même, j'ai la preuve que le président Jovenel Moïse écoute et entend. J'ai la preuve. Maintenant, il se trouve dans une ambiance qui l'entoure, qui a tendance à aller dans le sens de ses pulsions. Par exemple, j'ai fait des expériences avec le président Martelly, qu'on croyait que c'était quelqu'un qui n'écoutait pas. C'est sûr, il y a une conviction, les gars, mais il y a des gens qui parlent avec l'écouter. Et il y a beaucoup de situations où je pourrais même témoigner, le président Martelly savait écouter.
il avait le sens du danger beaucoup plus que le président Jovenel Moïse. Donc c'était plus facile avec lui. Mais il y a des choses que j'ai vues ou que j'ai entendues qui me font croire que le président Jovenel Moïse a aussi une très bonne capacité d'écoute. Maintenant, comme tout nordiste, il est orgueilleux. Comme tout nordiste, il est douloureux qu'il revienne sur ses pas. Mais c'est ce même nordiste que j'ai entendu dire en ma présence au Palais national que le pouvoir rend faible. Et il l'a dit, je le répète, parce que c'était une réunion publique où il y avait des journalistes qui étaient là. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup prêté attention à cette petite phrase quand il a dit que le pouvoir vous rend faible. C'est-à-dire que il y a des débat où tout à fait, il y a des débats où tout à fait, mais la responsabilité qui est liée au pouvoir d'État que vous avez, vous ne pouvez pas les faire. Donc cela veut dire que c'est quelqu'un qui peut écouter. Et le gouvernement écoute. Le gouvernement écoute et il y a certaines personnes que le gouvernement n'aurait jamais intérêt à intégrer au gouvernement parce que ces personnes-là perdraient peut-être leur capacité critique. C'était totalement lancé. La position prise par le ministère Védeni initialement sur cette question de l'armée, c'était forcément la position du gouvernement. Mais les modifications qu'ils ont apportées ont fait voir qu'il y a des gens qui entendent et écoutent. Donc moi je crois que ceux-là qui sont dans l'espace de l'analyse critique, pas critiquer pour casser, pour détruire, mais de l'analyse critique, de l'analyse qui fait des propositions et des contre-propositions, moi je crois que ces gens-là ont un rôle qu'ils doivent continuer à le faire, car j'ai la conviction que beaucoup de choses qui allaient mal se concevoir et mal se réaliser ont été évitées, notamment dans des émissions que nous avons eues ici à RFM. Donc moi je crois que chacun doit rester cantonné dans son rôle, et parce que si dans l'espace gouvernemental, le président doit avoir un think tank politique qui n'approuve pas toutes ces pulsions, qui aménage la manière de faire pour arriver aux objectifs, mais en protégeant à la fois le président, le gouvernement et en protégeant la nation aussi. Le CEP permanent devrait constituer ce CEP, Himmler Rebu? C'est là le problème. Assez souvent en Haïti, nous travaillons sur les épiphénomènes. Le CEP permanent, c'est une conception de la Constitution amendée. La Constitution amendée est une œuvre d'imperfection presque absolue. Maintenant, je suis gêné de dire qu'on ne respecte pas ce qui est prévu dans une loi de mon pays. Je suis gêné de le dire. Mais si je sais au départ la base de cette loi elle-même est tronquée, je deviens mal à l'aise d'encourager. Donc, le gouvernement ira peut-être dans le sens de la mise en place du CEP permanent, prétextant l'existence des dispositions légales. Lesquelles dispositions légales sont mises en question au niveau du Parlement aujourd'hui, parce qu'on est en train de faire travailler une commission sur la refonte constitutionnelle. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si nous mettons l'institution électorale en place maintenant, avec un mandat de 10 ans, et que les fondements qui les mettent en place aujourd'hui se révèlent avec la nécessité de certaines corrections au niveau de la Constitution. Moi, je ne serais pas pour l'approche telle que prévue par la Constitution, qu'on attende 5 ans pour avoir une modification constitutionnelle. Moi, je crois qu'on aurait dû avoir, justement, les états généraux de la nation, parce que comment pouvons-nous fonctionner dans un pays utile avec une constitution que nous savons être incorrecte? Donc, toute l'autre bagaille nous pourrait faire, pourrait découler de œuvre initiale là qui est incorrecte. Pourquoi ne nous arrêtons pas? La peur des mandats, des parlementaires, etc. Moi, je crois qu'on devrait mettre tous les mandats à l'abri et avoir une refonte constitutionnelle sur une période d'une année, de telle sorte qu'à la fin de l'année 2018, on puisse garantir leur mandat. Moi, je suis pour un vice-président, pas pour un premier ministre.
Alors, pour CEP permanent, est-ce que vous croyez que de mettre sous pied, il y a des gens qui disent que bon, le moment n'est pas propice, est-ce que selon même, il doit appliquer la Constitution, vraiment faire CEP, parce que ça fait longtemps, on a dit que nous avons CEP provisoire, enfin, nous avons CEP permanent. C'est à la fois oui et non. Seul ça me connaît. Oui et non parce que, oui, parce que il prévoit de la loi. Non, parce que nous connaissons la loi qui prévoit là, pas normal. Maintenant, transférons la question sur le plan politique. Je suis sûr, absolument sûr, marge d'erreur 0,0001 millième %, si nous mettons conseil électoral permanent, nous mettons un autre sujet politique, nous mettons un autre chaque problème revendicatif politique, là, nous mettons l'autre gauche là-dedans. Je suis sûr que ça va être un autre problème politique. On a commencé avec le budget et la non-réponse à la question du budget vient demander pour le président aller, mais ça, moi, je pense que c'est un petit peu aller trop vite en besogne. Je ne sais pas quoi il a réussi ça, à moins que le président t'a vu de l'eau dans le moulin, une pif, faut faire obtenir ça. Jean-Président Axite fait. Maintenant, cette question-là devrait être une question à mettre sur la table des discussions. Parce que si le gouvernement a le fait là, a bouté derrière argument légal là, monsieur que il y a le problème. Son gros roche galette en plus de le mettre dans le système revendicatif là. Ça va faciliter là. Ou bien moun yo TPS yo cap tourner quand même, ça va être un facteur. Qui ça toi comme on commence à le gouvernement pas fait rien. Mais mon Dieu, premièrement gouvernement pas veut moun y aller, le moun y aller le gouvernement pas là. Deuxièmement, pas qui plus grave, l'on prend chance, elle prend responsabilité dans l'état qui son pantalon qui pièce tout partout pas un grain de tissu qui bon quel que soit bout de toile neuf va laisser marrer avec sa tête là premier chita dehors pété. Donc il y a tellement de difficultés que le gouvernement vient joindre qu'il pas même qu'à bien comprendre yo. Et quand tu prends le gros problème du gouvernement, c'est de donner l'emploi. Maintenant si vous le fait là, vous le faire un gros nettoyage de l'administration publique là. Le président nous depuis compétent, il y a plus de 32 000 personnes qui identifiés pour sortir dans le système. Mais nous tellement non précarité généralisée, retirer 12 000 Lydia. Tu as permettre d'entrer 12 000 jeunes. OK. Mais 12 000 ça à côté le pral, qui ça le pral? Faut pas aucune structure d'assurance vieillesse, ou pas aucune structure sociale organisée. L'espace physique n'est pas organisé pour moun grand monde marcher, c'est moi-même celle qui grand monde qui marche bien dans le pays là. Parce que moi mal dans CPM. Donc on pile détail, on pile document lourd que pays a gagné, que gouvernement ça a géré et situation fait que ces problèmes cap viennent en plus. Donc problème CEP après tourner l'autre problème, l'arrivée des gens de TPS pour tourner l'autre problème. Donc c'est une gestion difficile où faut que son met côté tout monde mettre main ensemble pour nous voir qui jeune cap sortir. Merci beaucoup Ibler Rébu, responsable du GRE, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Ochil, je te remercie et je remercie l'attention du public qui nous a écoutés. Merci. Alors nous avons avec nous le professeur Ronnie Desroches de l'ISC. On va parler un peu de la situation globale du pays aujourd'hui. Professeur Ronnie Desroches, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Bonsoir Rothschild, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de RFM. Monsieur Desroches, on va commencer tout d'abord avec le dossier des Nations Unies. Les Nations Unies qui envoient une importante délégation à Port-au-Prince, présidée par le secrétaire général adjoint, et également la présence de l'envoyé spécial de Antonio Guterres, Madame Josette Chiron. Donc le message est clair, il faut un nouveau partenariat aujourd'hui avec Haïti. Donc à l'approche quand même de cette mission qui est déployée depuis le 15 octobre en Haïti, la MINUJUST. Donc pour vous, c'est absolument nécessaire qu'on ait vraiment une nouvelle coopération avec les Nations Unies? Bon, je crois qu'il faut surtout définir les termes et les modalités de cette coopération. C'est vrai qu'il y a une résolution qui a décrété que la MINUSTA serait remplacée par la MINUJUST
et cette résolution définit la mission de la mini-juste, etc. Cependant, je crois qu'il faut qu'il y ait un dialogue avec le pouvoir exécutif et certainement avec les représentants du pouvoir législatif aussi. J'espère qu'ils seront partie prenante de ce dialogue qui aura lieu ce week-end pour que les différents partenaires comprennent exactement la signification de cette nouvelle mission, comprennent et aussi les implications pour chacun des acteurs de cette nouvelle mission. Nous savons que il y aura une composante militaire qui sera absente, mais d'un autre côté, vous avez un embryon d'armée qui est en train de se mettre en place, mais qui ne représente pas encore une force réelle. C'est quelque chose qui est en gestation, pas encore d'état-major, etc. Je suppose que il sera question de cette force, comment est-ce qu'elle va évoluer, quelle est la stratégie, n'est-ce pas, qui est prévue pour tout ça. Je sais que pendant longtemps, les Nations Unies, la plupart des puissances amies qui sont présentes en Haïti n'ont pas voulu entendre parler de reconstitution de l'armée, etc. Mais cependant, je pense qu'il va falloir quand même en parler parce que dans la plupart des pays du monde, n'est-ce pas, à côté de la police qui fait son travail pour garantir la sécurité de la vie civile, il y a quand même une force qui assure la défense du territoire, qui assure la défense quand même du patrimoine du pays et tout ça, et qui, le cas échéant, peut donner un appui à la police nationale, qui, en cas de situation extrême, peut intervenir, etc. Je pense que il faudra parler de tout cela. Et ensuite, il est sérieusement question, n'est-ce pas, de la justice dans cette nouvelle mission des Nations Unies. Là encore, il faudra qu'on en parle très sérieusement parce que d'une façon générale, on peut dire que le citoyen haïtien n'est pas du tout satisfait du fonctionnement de la justice aujourd'hui. La constitution du pays prévoit que la justice représente un pouvoir. Cependant, dans la réalité, il n'y a pas de pouvoir judiciaire véritablement. Ne serait-ce que pour la gestion du système judiciaire dans le pays, le CSPJ n'a pas les moyens financiers pour remplir sa mission. Le CSPJ n'a pas le personnel nécessaire pour remplir sa mission. Le CSPJ, la plupart des instances judiciaires de ce pays n'ont pas les lois organiques qui leur permettent de remplir véritablement leur mission. Le CSPJ n'a pas de loi organique. Et la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel qui devait exister, qui est l'un des piliers, n'est-ce pas, de ce pouvoir judiciaire, n'est pas encore en fonctionnement, n'est même pas encore institué. Bref, c'est un pouvoir judiciaire bancal, c'est un pouvoir judiciaire véritablement très faible que nous avons aujourd'hui. Alors, je suppose que il sera question de la justice, comment renforcer cette justice, parce que nous avons besoin de cette justice. Nous avons besoin de cette justice pour équilibrer les trois pouvoirs. Ce qui s'est passé, n'est-ce pas, depuis l'adoption de la Constitution de 1987, n'est-ce pas, eh bien, il y a eu un renforcement du Parlement. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte que le Parlement, quelque part, a été trop renforcé et au détriment de l'exécutif, qui aujourd'hui, souvent, n'a pas même les moyens de ses actions. On n'a qu'à le voir, l'exécutif n'a pas la possibilité de choisir ses ministres, ce sont les parlementaires qui imposent des ministres, etc. Si bien que on peut dire que l'exécutif ne semble pas avoir le contrôle de l'action gouvernementale. Vous voyez, donc aujourd'hui, je pense que, puisqu'il est question de réforme constitutionnelle dans ce pays, il va falloir rééquilibrer les choses et je pense que ce qu'il va falloir faire aujourd'hui, c'est un renforcement de la justice, un renforcement du pouvoir judiciaire, sérieusement.
parce que il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui se font dans ce pays, dans l'impunité la plus totale, la plus complète. Il faut que nous ayons une justice capable de sanctionner, qui mérite d'être sanctionnée, même s'il s'agit de gens, n'est-ce pas, qui détiennent un pouvoir. Je crois que cette question, n'est-ce pas, de justice doit être posée très sérieusement. On peut évoquer, par exemple, ce qui s'est passé dimanche dernier avec, n'est-ce pas, le coordonnateur de l'EPT, n'est-ce pas, dimanche matin, à peine 5 heures du matin, un commando arrive à cribler de balles la résidence d'un fonctionnaire de plus de 450 balles, n'est-ce pas, sans qu'aujourd'hui on arrive à appréhender, n'est-ce pas, les bandits qui ont fait ce travail. Et alors que ceci a créé des détonations énormes pendant de longues minutes, n'est-ce pas, et aucune réaction. Donc, au niveau de la justice, au niveau de la sécurité, on a l'impression qu'il y a des faiblesses, des déficiences très sérieuses. Eh bien, j'espère que tout cela sera à l'ordre du jour dans ce dialogue qu'il y aura entre cette mission spéciale qui arrive et qui doit rencontrer les autorités du pays. Alors, donc, la MINUSTA était présente, elle est partie remplacée par la MINUJUST, mais les Nations Unies sont présentes en Haïti depuis la MICIVI. C'est pas un success story. Selon vous, professeur Olivier Desroches, comment pourrait-on mettre à profit justement cette présence onusienne pour renforcer les secteurs qui sont quand même très importants et aboutir au développement économique du pays? Bon, on peut dire quand même que peut-être au niveau de la police, quelque chose a été fait. Il y a quand même un développement plus ou moins, je dirais, acceptable au niveau de la police, et bien qu'il y ait encore d'énormes défaillances. Mais vous savez, Rothschild, ma conviction profonde, c'est que les choses ne changeront véritablement que lorsque nous autres Haïtiens, nous serons décidés à changer les choses. Qu'il y aura une véritable volonté de moderniser ce pays, une véritable volonté d'établir un état de droit démocratique. Et pour cela, ce qu'il faut un renforcement de la cohésion nationale. On a beaucoup parlé de dialogue national, on a parlé d'états généraux, on a parlé de conférences nationales, etc. Mais c'est un passage obligé. Mais je ne vois pas ceci simplement comme une grande messe qui durerait peut-être une semaine, où tous les secteurs arrivent quelque part, discutent, etc. Non, c'est un processus plus long, un processus profond, un processus sérieux, authentique qu'il nous faut, c'est-à-dire que les différentes catégories sociales de ce pays doivent s'asseoir, doivent se pencher sur l'économie du pays pour savoir comment dynamiser cette économie. Parce que tant que nous n'aurons pas plus de création de richesses, tant que nous n'aurons pas plus de croissance, tant que nous n'aurons pas plus de création d'emplois dans ce pays, nous aurons toujours une situation extrêmement difficile, parce que beaucoup de gens se lanceront dans la politique pour battre monnaie, se lanceront dans la politique pour faire de l'argent. On aura toujours des gens qui seront corrompus, qui vont essayer, n'est-ce pas, de magouiller pour s'enrichir et tout cela. Bref, je pense que nous avons besoin, n'est-ce pas, de nous asseoir pour voir comment créer la croissance dans ce pays. Nous avons besoin aussi de nous asseoir pour voir quelle politique fiscale adopter dans ce pays. Parce que nous avons jusqu'à présent une politique fiscale qui est injuste, n'est-ce pas, qui pèse beaucoup plus sur les petites bourses avec les taxes indirectes, la fiscalité indirecte, etc. Il faut repenser tout ça. Nous avons ainsi un secteur informel qui ne contribue pas grand-chose, n'est-ce pas, au fisc. Nous avons des départements qui ne contribuent pas grand-chose au fisc. Il faut penser tout cela, parce que la citoyenneté, c'est aussi l'acceptation, n'est-ce pas, de contribuer, n'est-ce pas, aux ressources qui vont permettre de donner des services à la population, qui vont permettre de créer les infrastructures nécessaires au développement du pays et tout cela. Bref, ce dialogue, on en a besoin, et je pense que tant qu'il n'y a pas ce dialogue, tant qu'il n'y a pas cette tolérance les uns envers les autres, on peut avoir 36 000 missions des Nations Unies, eh bien, le progrès que nous recherchons, auquel nous aspirons, on ne l'aura pas.
Alors pour les Nations Unies qui souhaitent aujourd'hui développer ce nouveau partenariat avec Haïti, vous pensez qu'elle devrait être à l'écoute des Haïtiens, des différents secteurs? Oui, définitivement, et j'espère que cette mission ne va pas s'en tenir, n'est-ce pas, à un dialogue avec les dirigeants, n'est-ce pas, parce que bon, d'une part, nous avons beaucoup de dirigeants qui sont presque quote-unquote des amateurs, n'est-ce pas, des gens qui ne sont pas aux affaires depuis très longtemps, n'est-ce pas, qui peut-être parfois connaissent bien moins les dossiers que d'autres personnes qui ne sont pas dans les postes de responsabilité. J'espère qu'ils vont aussi se mettre à l'écoute des organisations de la société civile, des organisations de droits humains, du secteur privé des affaires, des organisations de base, qu'ils auront une certaine écoute de la population qui pourra leur dire leurs problèmes et qu'ils écouteront également les partis politiques parce que trop souvent nous voyons l'international, tout comme le gouvernement d'ailleurs, négliger les partis politiques qui quand même ont besoin d'être entendus, qui quand même ont peut-être besoin de faire entendre leurs revendications. Et trop souvent, ils font entendre leurs revendications sur le béton, dans la rue, créant des troubles, n'est-ce pas, sociaux, etc. Parce qu'on ne leur donne pas souvent l'occasion d'être entendus dans des cercles, n'est-ce pas, où ils pourraient faire entendre leur voix. J'espère donc qu'ils chercheront à engager un dialogue aussi avec les différentes tendances politiques qui existent dans le pays. Alors, concernant la situation politique, M. Desroches, on voit que les manifestations donc sont maintenues par des secteurs de l'opposition pour réclamer le départ du président de la République, Jovenel Moïse. Quels sont vos commentaires concernant ce mouvement qui se poursuit aujourd'hui en Haïti? Bon, écoutez, personnellement, je considère que c'est un mouvement qui ne va pas du tout à l'avantage du pays, qui déstabilise le pays, qui réduit, n'est-ce pas, les chances d'une relance économique et qui ne va rien apporter au pays, n'est-ce pas? Je pense que un gouvernement qui a tout juste 8 mois, n'est-ce pas, depuis qu'il est installé, il faut lui donner quand même la chance de montrer ce dont il est capable. Je pense que ces partis politiques devraient au contraire se renforcer en développant des programmes, en recrutant des membres un peu partout à travers le pays, en faisant connaître les grandes orientations politiques, n'est-ce pas, de leurs programmes, n'est-ce pas, s'ils en ont, de dialoguer aussi avec les différents secteurs de la société haïtienne, n'est-ce pas? Est-ce que ces partis politiques ont un vrai programme économique? Est-ce qu'ils se sont assis avec les investisseurs, avec les entrepreneurs de ce pays? N'est-ce pas? Je vois que le forum du secteur privé a préparé un agenda économique. Est-ce que ces partis politiques ont donné leur point de vue sur cet agenda pour éventuellement le corriger si jamais il y a des corrections à y apporter? Voilà ce qu'ils devraient faire aujourd'hui. Et s'ils veulent apporter une alternative au pays, n'est-ce pas, cette alternative devrait venir sous forme de programme, sous forme de politique publique et sous forme aussi d'une équipe préparée, n'est-ce pas, pour mettre en œuvre cette politique alternative qu'ils auraient éventuellement. Mais ce n'est pas en créant la peur, n'est-ce pas, dans les esprits, dans les familles, en paralysant l'économie du pays, en faisant perdre chaque jour des milliers, des millions de dollars, n'est-ce pas, au pays, qu'ils vont aider le pays. J'espère qu'ils vont le comprendre et qu'ils vont arrêter ceci pour se lancer dans une consolidation de leur parti, de leur plateforme et aussi de leur équipe. Ils annoncent quand même la poursuite du mouvement, René Desroches. Oui, ce qui est dommage. Bon, il me semble que maintenant c'est beaucoup plus Famille Lavalas qui est sur le terrain, peut-être avec les problèmes de santé de Boris Jean-Charles, peut-être que cette frange, n'est-ce pas, de l'opposition radicale est beaucoup moins présente, mais je pense que
Et le pays, n'est-ce pas, a déjà fait l'expérience de la Valace, qui n'a pas été une expérience bénéfique pour le pays sur le plan économique, sur le plan social, même sur le plan politique. D'accord? Donc je crois que ils devraient réviser un peu leur cahier, ils devraient un petit peu réfléchir davantage aux problèmes sérieux du pays et faire connaître davantage les solutions qu'ils proposent plutôt que de maintenir un climat de tension au niveau, n'est-ce pas, du pays. Il y a beaucoup de secteurs qui disent aussi que le gouvernement devrait se mettre à l'écoute de ce secteur politique. Il faut que le gouvernement soit à l'écoute, soit réceptif. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Ronnie Desroches? Ah, définitivement, il n'y a pas de doute. Bon, on a déjà vu le président Moïse, n'est-ce pas, et Jovenel Moïse lancer 2 invitations aux partis politiques. Bon, j'espère que le dialogue ne va pas s'en tenir à une question de distribution, n'est-ce pas, des subventions aux partis politiques. J'espère que les questions nationales sérieuses seront aussi abordées, n'est-ce pas? Il y a la question du budget. Or, un budget, c'est un instrument extrêmement important, n'est-ce pas, dans la gouvernance d'un pays. Je sais que actuellement, il est question d'adopter un budget programme, parce que jusqu'à présent, on avait un budget qui était axé sur les moyens, qui n'était pas axé sur des programmes. Or, aujourd'hui, il est question d'adopter un budget programme, un budget axé sur les résultats. Voilà un thème, par exemple, qui mériterait que le gouvernement engage un dialogue avec les partis politiques pour qu'eux aussi, ils soient partie prenante de cela. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de participer à une réunion avec un expert international qui était ici, avec des représentants de la direction du budget sur la question. Et je peux vous dire, Rothschild, je leur ai posé la question, est-ce que vous vous asseyez avec les partis politiques pour les mettre au courant de cela, pour avoir leur point de vue, et aussi pour les initier à tout cela, hein? Eh bien, la réponse, malheureusement, c'était que non, il n'était pas invité encore, etc., etc. Je crois qu'il y a un changement d'attitude qu'il faut avoir de telle sorte que l'on puisse maintenir un climat de dialogue, un climat de reconnaissance, n'est-ce pas, de l'autre, reconnaître la présence de l'autre, même si il a des idées différentes, même s'il a une orientation différente, eh bien, mais il faut quand même reconnaître sa présence et travailler avec lui. Donc pour vous, ce dialogue politique est absolument nécessaire aujourd'hui entre le chef de l'État et les secteurs organisés pour sortir le pays de cette situation? Définitivement, pas seulement avec le chef de l'État, mais aussi avec le chef du gouvernement, n'est-ce pas, qui doit discuter programme, qui doit discuter aussi mise en place. Bon, par exemple, je pense que le président veut initier une véritable révolution en matière énergétique, n'est-ce pas? Bon, eh ben, je pense que et là encore, il faut en parler avec les partis politiques. Il veut également, d'une façon générale, révolutionner toute la question des infrastructures pour ce qui concerne l'eau, etc., etc. Je pense que, le gouvernement a parlé des États généraux, n'est-ce pas? Eh bien, les États généraux sectoriels, il faut qu'ils lancent ces États généraux et il faut encore une fois que les partis politiques soient partie prenante. Je ne cesserai jamais de rappeler qu'une fois, par hasard, j'ai eu l'occasion en République dominicaine, n'est-ce pas, d'assister à la présentation d'un plan de développement pour la République dominicaine pour les 10 prochaines années. C'était pendant la période de l'embargo. Eh bien, tous les partis politiques étaient représentés à cela. Les ministres du gouvernement étaient représentés, la société civile, les syndicats, les patrons, etc. C'était une affaire nationale, d'accord? Donc, je crois qu'il est important que l'on, n'est-ce pas, associe, n'est-ce pas, toutes les catégories sociales et toutes les forces vives du pays à ce genre de dialogue. Donc, en clair, même si vous avez la légitimité comme président de la République, mais il faut compter aussi avec les autres. Ah, définitivement, il faut compter avec les autres, particulièrement dans un pays comme le nôtre. Un pays tellement fragile,
Un pays fragile du point de vue de l'environnement, fragile du point de vue social, fragile du point de vue économique, et un pays où il y a tant de problèmes à résoudre, et un pays où il y a si peu de cohésion sociale. Cela devrait être l'un des objectifs principaux de tout gouvernement pendant les 10 ou 20 prochaines années, le renforcement de la cohésion sociale. Et ceci ne peut pas se faire sans un dialogue, et même au-delà du dialogue, sans une coopération avec les autres. C'est-à-dire, il faut les associer à ce que l'on fait. Alors, monsieur Desroches, on peut l'actualité, la question de l'armée. Le gouvernement confirme qu'on aura l'armée, bientôt le haut état-major, donc on aura une parade le 18 novembre prochain. Il y avait quand même beaucoup d'avis contraires, quand même tout le monde était d'accord sur la façon sur la question de la réhabilitation des forces armées d'Haïti, mais il y a beaucoup de secteurs professionnels qui avaient émis quand même des réserves sur la façon dont l'opération est montée par le gouvernement. Quel est votre avis sur la question? Bon, écoutez, moi je crois que trop souvent nous accordons beaucoup d'importance aux questions de forme et nous oublions le fond, n'est-ce pas? Bon, comment c'est monté? Est-ce qu'il faut mettre l'état-major avant ou bien est-ce qu'il faut recruter avant? Bon, pour moi, je ne suis pas un spécialiste des questions militaires, mais à mon avis, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que je crois, ça c'est ma conviction profonde, sans être un militariste, n'est-ce pas, que nous avons besoin d'une force armée. Tant que nous n'avons pas une force armée pour défendre notre territoire, pour défendre notre patrimoine, pour intervenir quand il y a des situations extrêmes, n'est-ce pas? Eh bien, nous serons toujours dépendants des autres. Vous avez eu pendant de nombreuses années la MINUSTAH, n'est-ce pas, avec des troupes venues de plusieurs pays, n'est-ce pas, etc. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment les choses vont se passer, etc. Je crois qu'on a besoin d'une force armée, mais naturellement une force armée qui soit professionnelle, non pas une force armée qui va s'immiscer dans la politique du pays par des coups d'État, etc. Et nous avons besoin d'une force armée qui soit respectueuse des droits humains, une force armée qui soit respectueuse de l'autorité civile, d'accord? Je crois qu'il faut que tout le monde, la presse, les partis politiques, la société civile, que tout le monde concourt à donner, n'est-ce pas, cette orientation à cette nouvelle force armée. Et je pense qu'il faut donner des suggestions sur la meilleure façon de faire les choses. Je sais qu'à un moment de la durée, il y a un livre blanc qui a été rédigé. La commission était présidée par un militaire de carrière très respecté, M. François Benoît. Je pense que toutes ces recommandations sont là. Il faut recourir à ces recommandations pour établir. Et de toute façon, nous ne sommes qu'au début. Ça va être un embryon, n'est-ce pas? Et les possibilités économiques du pays ne nous permettent pas d'avoir une force extraordinaire, particulièrement bien équipée. Mais il faut commencer quelque part si nous voulons récupérer notre souveraineté nationale. Donc, selon vous, il est important aujourd'hui de lancer les opérations. Donc voilà, vous dire, voilà, on a réhabilité l'armée. Oui, il le faut. Vous savez, je le répète encore, et lorsque le président Préval avait formé une commission, n'est-ce pas, pour réfléchir et consulter la population haïtienne sur la réforme de la constitution haïtienne, et cette commission était présidée par Claude Moïse. Ils ont été un peu partout à travers le pays. Et l'une des recommandations qui revenait le plus, n'est-ce pas, et en tout cas l'un des constats aussi, l'une des affirmations les plus, je dirais, courantes, c'était que depuis que l'armée d'Haïti n'est plus là, le pays est rentré dans une phase d'insécurité. Je crois que c'est effectivement la perception de la population haïtienne. La perte de l'armée d'Haïti, je crois, a fait beaucoup de tort au pays. D'accord? Cette armée méritait d'être réformée, n'est-ce pas? Mais elle ne méritait pas d'être détruite, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, je crois que ceux qui l'ont détruite voulaient la remplacer par, n'est-ce pas, des forces, je dirais, anarchiques,
n'est-ce pas, des gangs, des bandits, etc. Et je pense que c'est pas ce dont le pays a besoin. Le pays a besoin, n'est-ce pas, d'une institution qui repose sur les valeurs d'honnêteté, les valeurs aussi de sacrifice, parce que un militaire, c'est quelqu'un qui est prêt à faire le sacrifice de sa vie pour défendre son pays. D'accord? Et nous avons besoin de ce genre de valeurs dans le pays, la discipline aussi. Moi, j'ai eu l'occasion, à un certain moment, n'est-ce pas, de côtoyer, n'est-ce pas, au moins les cadets, parce que je peux vous dire que quand j'étais professeur de philosophie, j'ai été invité à leur donner des cours de philosophie, n'est-ce pas, à l'académie, à l'époque où le général Abraham était directeur de l'académie. Eh bien, je peux vous dire, là, j'ai pu voir de près la discipline militaire, et c'est une valeur dont nous avons besoin dans cette société. Cette société n'a plus de discipline. Cette société, n'est-ce pas, fait n'importe quoi. Cette société, n'est-ce pas, les valeurs, les normes ne sont plus respectées. Et je crois que l'armée, c'est l'une des institutions, n'est-ce pas, qui maintient une certaine discipline, un certain respect aussi. Et ça, nous en avons besoin. Tous les autres pays, n'est-ce pas, en disposent. Et je crois que ça aide à structurer un peu la culture du pays. Alors, concernant le secteur allergique à l'armée, le secteur qui se montre aujourd'hui réticent, comment, selon vous, le gouvernement pourrait-il gagner la confiance de ce secteur au Nideroche sur la question de l'armée? Bon, moi je crois que c'est surtout un discours partisan, n'est-ce pas? Les gens qui critiquent, etc., c'est un peu pour critiquer le gouvernement en place. Je suis sûr que eux, de leur côté, s'ils étaient au pouvoir, ils feraient la même chose, etc. Vous voyez? Bon, moi je crois que la façon pour le gouvernement de gagner la confiance de ses adversaires, mais aussi surtout de la population elle-même, c'est d'être transparent, c'est de consulter, c'est de faire savoir ce qu'il fait, n'est-ce pas? Et je pense que il y a suffisamment de personnes compétentes dans ce pays qui peuvent donner des conseils, qui peuvent encadrer. Et bien, il faut consulter, il faut écouter les uns et les autres pour que tout le monde ait le sentiment que ce n'est pas une armée que l'on montre contre le peuple, contre la nation, comme ceci a été parfois le cas, mais une armée qui est là au service du peuple haïtien. Ces secteurs disent qu'il faut faire attention pour que ne connaissent pas les mêmes situations qu'on a eues avec les militaires, coups d'État, etc. Armée un peu partisane, armée politisée. Bon, oui, là, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas la plus grosse menace contre, n'est-ce pas, le pouvoir. Peut-être que parfois, au niveau du Parlement, il y a beaucoup plus de menaces et par rapport au pouvoir que, n'est-ce pas, une armée qui ne serait qu'un embryon pendant encore les 10 prochaines années. Ce ne sera qu'un embryon. Entre-temps, j'espère que l'exécutif va se renforcer avec des partis politiques forts, des partis politiques ayant programme, des partis politiques ayant des équipes solides, sérieuses, etc. C'est là, et en même temps que nous pensons au renforcement, ou en tout cas à la constitution de l'armée, on peut avoir les deux renforcements, à la constitution de l'armée, mais je crois qu'il faut aussi et surtout penser au renforcement des partis politiques. Ça, c'est un impératif catégorique pour le pays. On dit des CEP permanent, le gouvernement tient absolument à constituer ce conseil électoral permanent. Là encore, des secteurs politiques se montrent inquiets. Et comment est la situation dans vos rangs au niveau du secteur de la société civile? Vous êtes pour il faut avancer sur le dossier de la formation du CEP permanent? Mais définitivement, c'est une honte pour le pays qu'après que nous ayons eu une constitution qui ne prévoyait qu'un conseil électoral provisoire, que nous en ayons eu près de 11 ou 13, je ne sais plus combien, n'est-ce pas, on n'arrive même plus à les compter. C'est une honte. Ça veut dire que nous avons une culture de l'informel. Nous avons une culture du provisoire. Et je peux vous dire, Rothschild, pour avoir travaillé beaucoup dans l'observation électorale, je sais que nous avons besoin de réformer notre système électoral. Mais on ne pourra pas avoir une réforme du système électoral sans un conseil électoral permanent
qui a quelques années devant lui pour mettre en œuvre ces réformes. Parce que avec des provisoires, chaque changement qui est fait risque d'être emporté par le nouveau conseil qui viendra. Donc nous avons besoin d'institutionnaliser, n'est-ce pas? Vous savez, le drame, c'est que nous ne voulons rien institutionnaliser. Nous ne prenons rien vraiment au sérieux. Je le disais tout à l'heure, nous avons des tas d'institutions, qu'il s'agisse de la justice, qu'il s'agisse du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qu'il s'agisse de la plupart de nos ministères, qu'il s'agisse du CEP. Toutes ces institutions n'ont même pas de loi organique. Ça veut dire qu'on ne veut pas institutionnaliser les choses dans ce pays. On veut toujours avoir la possibilité de changer les choses au gré de ses caprices, au gré de ses intérêts. Un pays ne peut pas continuer à fonctionner comme ça, ce qui va donner à notre pays sa force et sa capacité d'aller de l'avant, c'est l'institutionnalisation, le renforcement des institutions qui reposent sur la loi, institutions qui reposent sur des mandats clairs, des mandats d'une certaine durée. Donc moi je suis contre ce provisoire qui n'en finit pas. Il faut faire confiance et d'ailleurs tel gouvernement aujourd'hui peut participer à la mise en place d'un CEP, n'est-ce pas? Mais qui dit que ce gouvernement va être encore là demain matin, n'est-ce pas? Même le président n'est là que pour 5 ans, d'accord? Et le CEP est beaucoup plus va durer beaucoup plus que les 5 ans, d'accord? Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cela. Je crois au contraire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Moi, j'ai entendu un parlementaire, et non des moindres, qui nous a dit que, au niveau du Parlement, comme ils auront à donner 3 membres, il y en aura 2 qui viendront de la majorité, 1 qui sera de la minorité. Voilà un beau geste. Je pense que si le CSPJ peut faire la même chose, j'espère qu'au niveau de la présidence, ils auront, n'est-ce pas, la décence de nommer des gens droits, intègres et non des partisans inconditionnels. Eh bien, je pense, et aussi, je peux vous dire, l'une des choses qui peut aider à un certain équilibre, c'est, par exemple, d'enlever au CEP la possibilité d'être jugé parti, c'est-à-dire de mettre en œuvre les élections, d'exécuter les élections, et en même temps d'être le contentieux, n'est-ce pas, de tous les problèmes qui peuvent se poser, n'est-ce pas, d'être arbitre, d'être juge, n'est-ce pas, de tous les problèmes, n'est-ce pas, qui peuvent se poser. Il faut qu'il y ait un recours possible à une autre instance. D'accord? Voici un mécanisme qui peut permettre, n'est-ce pas, d'éviter une mise sous tutelle d'une institution comme le CEP. Alors, des secteurs politiques, ils disent clairement aujourd'hui, ils disent craindre une instrumentalisation du CEP permanent par le pouvoir en place. Est-ce que ce sont des arguments fondés, selon vous, Oni Desroches? Pas nécessairement. On a vu... Bon, écoutez, je suis sûr que beaucoup de partis politiques qui ont suivi les élections au cours de toutes ces dernières années vous diront que la plupart des conseils électoraux provisoires ont aussi été instrumentalisés. N'est-ce pas? La plupart. Par contre, on peut dire qu'on a vu quelques rares CEP provisoires qui n'ont pas été instrumentalisés. Donc l'instrumentalisation ne dépend pas du fait d'être provisoire ou permanent, mais dépend d'une part, je dirais, de la qualité des hommes et des femmes qui intègrent ce CEP, et d'autre part, de la vigilance exercée à la fois par la société civile et par les partis politiques. Alors pour terminer, professeur Oni Desroches, votre point de vue, votre lecture à propos de la situation globale du pays, les jeunes qui continuent à aller vers le Chili, la situation économique est difficile, quelle est votre lecture? Je dois avouer que je suis assez préoccupé par cette situation économique, n'est-ce pas, qui n'est pas du tout reluisante, n'est-ce pas, on n'arrive pas à créer les emplois dans ce pays, et aussi je suis très préoccupé
par le mauvais fonctionnement de l'État, n'est-ce pas? Je prends un secteur, n'est-ce pas, que je connais un petit peu, le secteur de l'éducation. Eh bien, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion d'en parler sur RFM déjà, mais l'Union européenne vient de faire une étude sur le fonctionnement du ministère de l'Éducation nationale et sur les finances de l'Éducation nationale. Et cette étude a montré que 40% du budget de l'Éducation nationale, qui est n'est-ce pas, le plus important budget, n'est-ce pas, de notre budget national, n'est-ce pas, 15% du budget national, eh bien 40% de ce budget va pour financer ce qu'on peut appeler le système de pilotage du système éducatif haïtien. Cela veut dire les différentes directions, tout le personnel, etc. Et non pas pour donner les services aux élèves et l'éducation directement, etc. Alors que dans la plupart des pays, dans presque tous les pays, ce système de pilotage doit absorber entre 10 et 15%. Chez nous, c'est 40%. Cela veut dire que tout cet argent va pour financer des sinécures, va pour financer des gens qui sont là, qui ne rendent pas vraiment service au pays. Vous voyez? Et en plus de cela, voilà qu'aujourd'hui, on entend dire que quelques rares institutions qui fonctionnent plus ou moins bien, comme le PT, l'éducation pour tous, n'est-ce pas? Eh bien, son directeur, moi j'ai eu l'occasion de participer, n'est-ce pas, à une séance où on faisait le bilan de l'EPT récemment, il y a peut-être 5 ou 6 mois, n'est-ce pas? Et tous les bailleurs de fonds étaient unanimes pour saluer la bonne gestion qui a été faite. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur? On a criblé, n'est-ce pas, sa résidence de balles, plus de 400 balles, n'est-ce pas? Et ils ont failli tuer sa famille, lui-même, etc. Bref, et apparemment, des gens qui veulent s'accaparer ces millions qui seront mis à la disposition par l'international. Vous voyez, moi, tout cela m'inquiète. On n'a pas de gestion rigoureuse, on n'a pas de bonne gestion, il n'y a pas de respect des normes dans le pays, n'est-ce pas? Et on a l'impression qu'il y a une criminalité, n'est-ce pas, rampante dans ce pays, une brutalité, une violence inquiétante. Moi, je crois que le gouvernement doit faire très attention pour rassurer les citoyens, pour rassurer, n'est-ce pas, toutes les forces saines de ce pays, que nous n'allons pas vers, n'est-ce pas, le règne de la violence, de la corruption et du banditisme. Merci beaucoup, professeur René Desroches, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous, toujours à votre service. Alors, nous allons parler un petit peu de situation en Floride, comme nous connaissons nouvelles pas fin trop bon concernant les gens qui bénéficient de TPS, avec notamment information que Washington Post rapporté. Et nous avons avec nous Maître Sorette Michel qui parle d'un qui état d'esprit moun jeudi en Floride après fin entendre nouvelle ça qui pas bon. Bon. Et bonsoir Rothschild, et c'est un plaisir pour moi de parler avec vous jeudi. Ah bon, moun yo généralement j'ai été assez concerné, ils ont toujours gagné des anxiétés. Et parce que pour reconnaître vraiment qui ça qui pourra le passer, mais nouvelle qui tombe c'est pour nouvelle définitive liée. Ça que Washington Post rapporté, c'est conclusion, ça les rapports sur état pays, conditions pays ailleurs. Parce que, on a songé que loi TPS dit comme ça que, yo ba moun le TPS parce que y a des conditions temporaires dans le pays qui fait que pas capable de rester dans le pays ou bien retourner dans le pays. Chaque temps pour prolonger TPS, ça a toujours fait ça, une évaluation ou bien une réévaluation de conditions pays. Alors, ça qui sorti hier comme nouvelle là, c'est nouvelle sous rapport qui fait là, que y aurait évalué conditions Haïti, y a déterminé que conditions Haïti changeaient dans quelques aspects comme rapport au public, mais on décidé que les changer dans quelques aspects qui fait que et critères de base que vous avez choisi pour vous avez TPS ou bien prolonger là, Haïti par remplir critères ça encore. Donc, mais est-ce que ça veut dire que donc le rapport ça va influencer les décisions que l'administration américaine n'a pas le prendre? Oui, le rapport influence les décisions. Même toujours dit ça, je fais différence pour le m'a parler de TPS. TPS a deux volets qui sont importants pour ne pas parler de lui comprendre. Il y a un volet politique, il y a un volet légal. Sur le plan politique,
on est capable de dire oui, rapport à influencer pour cette décision finale là, c'est secrétaire d'État qui a pris, mais sur le plan légal, il y a des barrages qui sont capables de faire qui pas définitifs, côté que il y a des déficits que loi a gagné lui-même, que si on prend ça en considération, on est capable toujours prolonger type TPS pour mon parce que loi lui-même qui crée TPS même il y a des déficits légaux qui fait que au lieu d'y avantager moun qui a été créé pour l'aider, les plus mettre en condition de désavantage. Nous connaissons Maître Souette Michel, le plus souvent, des grands journaux, tant que Washington Post, New York Times, rapportent des informations viennent révéler au vrai après. Donc, est-ce que nous avons dit que je dis à grand pile l'appréhension au niveau de la communauté haïtienne en Floride, notamment qui bénéficient de TPSO, après information ça a ressorti dans la presse? Bon, oui, je suis capable de dire que, sincèrement, oui, en quelque sorte, c'est ça lié. En pile des fois, décision aurait été vraie après, mais entre nous, Washington ne pose pas vraiment apprendre rien de nouveau. Et ça me le dit par là, c'est que loi claire, loi sur TPS la claire, loi dit que son bagage de manière temporaire. Seul problème, loi a gagné, un problème que loi a gagné, c'est que loi pas bail espace, notre temps n'est pas limité, TPS ça dans le temps pour te dire, l'œil fini, mais qui s'est pas le passé. Il dit ça, certes, mais nous connaissons que depuis son décision qu'il y a des rails, des influences politiques, n'importe qui est capable de changer. Rapport là, certes, c'est pour un bagage cap déterminer qui sa décision finale la capable, mais constate tout rapport là, par pour un tacadou final qui va dire bon, TPS pas renouvelé à cause de ça parce que les conditions changent. Je dis à 4 novembre, et si conditions que dit changer avant, il prend une décision finale 29 novembre. Et de changer, je dois sur le bagage qui va faire dire pas définitif dans la mesure où et conditions qu'a changé n'importe qui là. Le maître Souette Michel n'a pris une catastrophe scénario côté prend décision, il dit que bon, il va pas renouveler TPS là, qui ça va le passer? Et bon, je toujours dit c'est d'après alors moi-même m'a parlé sur le plan légal. Sur le plan légal, si on dit pas renouveler TPS ça, pas prolonger TPS ça encore. Moun yo quelque chose statut qui a été gagné avant retourner TPS ça a retourner dans statut. Exemple, on dit que on moun devine ici en 87, moun ça de 87 à 2010 ça va voter par TPS ça, il pas bien qu'un statut légal en termes de comme si pas de papier travail, il pas bien en social sécurité, il pas bien en licence pour conduire, automatiquement TPS ça, lui expiré moun n'a pas dans même statut. Mais bon précision pour faire que m'a dit ça tout le temps, sauf si t'as combat qui changer dans la loi que ne pas croire que l'a changé, TPS ça supposé expirer 22 janvier, il pas expirer 22 janvier parce que faut au bord préavis parce que d'après la loi et depuis bon bagay dans mon quitte c'est un droit quitte son privilège ou pas ou on va retirer le mot faut au bord temps pour organiser. Sur moi même ça m'anticiper que si on pas prolonger encore à partir de 22 janvier 22 novembre, il y a une information qui a dit que nous pas pour renouveler à partir du 22 janvier, mais qui tend à pour préparer la transition si nous avons retourné en Haïti, mais en termes de statut, si nous n'avons pas bien papier avant de TPS, le TPS a expiré complètement, le ça, nous n'avons pas retourné qui papier. Est-ce que nous attendons à une vague de déportation massive? Non, n'est pas possible. non. Ça l'a bien, bon, je suis tout présent parce que les bagages l'ont dit des fois, tout le monde pas dans le métier, tout le monde pas comprendre le métier, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Et États-Unis pas de capacité pour faire des déportations massives, ok? Le TPS a expiré, il va déporter moun. Si il a déporté moun, il va dans ça, on est Kapaka BC. On est en Kapaka. Kapaka, ça veut dire qu'il y a priorité, ok? On dit que un monde qui est venu ici, qui te commet un crime, qui te un dossier criminel, avant de gagner TPS, et puis de venir une protection, le palgon bagay pour déporter, monde qui te gagné une déportation quelconque là, monde ça a priorité sur liste là. Un monde qui est TPS, pendant que TPS a venu commettre un crime, qui mettait dans le système légal là, et puis monde ça a une lettre de déportation, monde ça a priorité encore. Un monde qui te fait asile politique va pas marcher. Yo te dit na asile là ou pas de bail mon asile là, mon n'a te gon lettre de déportation mon ça pas prioritaire. On moun qui peut rentrer ici en 2010 à visa jusque là priorité le tremblement de terre là te fait passer, on capable dire moun ça pas la priorité dernier
immigration, raison pour laquelle c'est que mon entrée ici légal, parce que le tremblement de terre a été passé dans le monde qui peut gagner visa pour trois pays ici. Moun pas de jam illégal à Haïti dans un moment donné, pas de jam illégal aux États-Unis, dans un moment donné, et parce que pas de jam illégal dans un moment donné, et que ces lois qui pas protéger yo pas tomber dans l'illégalité, moun ça parle dans femme d'Akadou, liste qui yo parle là bas, yo parle au bas de liste prioritaire moun qui immigration à déporter. Pour me répondre à question, je ne pas croire qu'il y a des déportations massives parce que les États-Unis, même mon grand pays, ils n'ont pas de capacité pour faire. Et moun par exemple qui allait l'autre bois dans TPS, ce gen ti moun qui est américain, donc si vous d'arriver dans point que a déporté yo, donc ti moun yo même bon, il y a c'est eux même qui a décidé est-ce que il y a pour tourner à Haïti avec eux ou bien est-ce qu'il a quitté aux États-Unis, comment ça va le faire généralement et question familiale là. Bon, ça son bagage qui pourra déterminer on cas par cas tout parce que parents bien droit déterminer côté veut à petit prix et si on va diviser parents par papier si moun américain. Si les parents ont juste avec tout le monde, l'État n'a pas saisi tout le monde dans mes parents. Comprenez? Parce que l'État n'a pas saisi, depuis les parents ont déplacé, la déplacé à petit petit. Alors, si le monde qui est américain, ça dépend de qui l'âge tout le monde, parce que c'est extrêmement important. Il y a des gens qui ont TPS, qui étaient ici depuis, par exemple, 86, qui étaient ici pour les autres qui n'ont pas de papier, ils font tout le monde 86 à 2017, 31 ans. Alors que depuis tout le monde a 21 ans, lycée américain capable d'appliquer pour parents, il y a tout le monde qui va connaître ça. Tout le monde qui sont citoyens américains ont un statut TPS ou bien ont l'autre statut qui vraiment pas légal dans le pays pour enregistrer personne. Depuis tout le monde a 21 ans, les citoyens américains, tout le monde est capable d'appliquer pour parents, pour les parents résidence. Ok, l'autre question, sur Michel, toujours pour ça qui concerne les TPS là. Donc, selon même, ou quoi que quand même une chance que l'administration Trump est capable de décider de prolonger TPS. Est-ce que optimiste? Bon, je m'en retourne du même bagage là. TPS a deux volets pour mon cerner, volet politique et volet légal. Politiquement, je pense non, mais légalement, je bagage est capable de faire parce que je ne peux pas aborder ça, mais je décision dans la loi. Ça c'est une. Deuxièmement, pas oublier que la loi ici, c'est législature, même dans tout le pays, c'est le Parlement qui fait. N'importe ça qui peut être supposé faire également, pour un congrès, une autorité, congrès, un pouvoir pour proposer une loi, pour dire, mais qui ça nous a remédié. On dit comme ça que le congrès a un pouvoir pour nous dire, bon, tout le monde ici depuis 10 ans, pas de arrêter, pas de des problèmes, des PPS, le monde est capable d'ajuster le statut. Il y a un droit pour faire ça, capable de mettre une proposition de loi sur terrain. Et sous table là. Et je suis capable de dire qu'il y a des congressmen, des parlementaires qui sont dans la Floride, c'est maintenant qui introduit des lois concernant le congrès pour demander est-ce que tu es capable d'aider mon yo à ajuster le statut pour capable de résidence permanente. C'est-à-dire, réponse c'est oui et non. Oui, légalement, il y a des bagages qui sont capables de faire, des bagages qui sont capables de changer pour aider mon yo à ajuster le statut. Politiquement, je pense non parce que président Donald Trump sont monde qui peut accéder sur l'immigration dans la campagne, il y a une base qui peut voter, qui peut lobby politique, qui peut financer politique migratoire, qui peut financer campagne, moun sa faut satisfaire pour satisfaire moun sa la obligé camper jam sur l'immigration pour dire non pas banque en expression pour TPS. Donc qui là haïtien connaît est-ce qu'il peut prolonger ou bien est-ce que pas prolonger TPS? Bon décision supposée sortie 22 novembre parce que c'est 60 jours avant que TPS expire. TPS supposé expirer 22 janvier 2018, c'est-à-dire 22 novembre ou bien 23 novembre, il y a officiellement décision finale pour dire prolongement ou bien pas prolongement. Si on dit prolongement, il y a dit pour combien de temps? Si on dit pas prolongement, il y a dit combien de temps que citoyens pays a bien pour ranger, pour préparer, pour préparer à faire, pour retourner dans le pays. Alors, selon même, est-ce que il y a notre action qui entreprendre justement pour essayer de convaincre l'administration de Donald Trump? Nous, il y a plusieurs appels qui lancés, il y a un sénateur américain qui parlait, il y a un congressman qui parlait. Donc, décision finale là, ou quoi que c'est nommé président Trump que lié jeudi? Bon, ok. Oui, il y a un bagage qui a fait. C'est pas un bagage qui garantit à 100%, et il y a un bagage que je toujours dit qu'il a fait, que il y a un petit monde qui n'est pas d'accord avec lui. C'est une participation active du gouvernement haïtien dans sa fait là. Qui raison c'est ça? Et ça qu'a fait aux États-Unis, on va parler de TPS, on va parler de plus haut niveau l'État américain, ok?
qui c'est département d'État, qui c'est administration de l'État qui régularise l'immigration, ok? C'est eux-mêmes qui prennent décision, c'est eux-mêmes qui font enquête, c'est eux-mêmes qui font rapport, c'est eux-mêmes qui prennent décision. Et là, on va parler de ça. Qui est-ce qui a accès direct à Mounsao? C'est le gouvernement haïtien, parce que c'est eux comme homologue. C'est du gouvernement haïtien par rapport à position, qui a accès à gouvernement américain pour parler. On dit que dans le rapport qui peut qu'on public là, mais que nous n'avons pas une idée que le rapport a fait déjà, dans le rapport à Gombaga qui a été constaté, Haïti évolue, Haïti et bien travail qu'on est là, pas de pauvreté même jamais quand tout le monde à l'école, mais qui ça qui passé et il n'est pas supposé gagner TPS encore. Le gouvernement haïtien, par le biais de la diplomatie haïtienne, capable de refuser l'argument que l'Américain dit. Par exemple, nous avons inflation, nous avons des problèmes choléra pour qu'on résoudre, nous avons le problème encore catastrophe naturelle l'année dernière, c'est un citoyen Mathieu. C'est haïtien, le gouvernement haïtien qui vient de données officielles, qui est capable de contrecarrer de manière officielle sa gouvernement américain dit. Mais pour ça, faut fait avec tact. L'homme dit avec tact là, c'est pas comme si le cas de monde qui juste diplomatie qui les caché pour son table pour lui parler avec le gouvernement américain. Mais c'est pas des gens qui maîtrisent non seulement politique américaine, mais qui maîtrisent la loi américaine et qui comprennent qui ça critère pour prolonger TPS. C'est comme ça pour le fait, même pas connaître qui position gouvernement connaît vont en l'aide déjà et pas connaître qui genre de conversation qu'a fait dans les coulisses avec le gouvernement américain, mais sur le plan politique et diplomatique, il y a des bagages, il y a des leverage qui gagnent, il y a des boutons qui sont poussés pour capable de peut-être un résultat qui est plus ou moins positif. On voit que le congressman américain insiste en pile sur apport que la communauté s'est reporté dans Floride, que ce soit sur le plan économique, etc. Et donc, quelles conséquences, selon même, ça a bien sur la communauté en général, si décision ça a pris pour voyager ici en tournée? Et on va parler de conséquences économiques. Conséquences économiques, parce que tu peux porter sur le plan économique, sur le plan culturel, etc. Bon, oui, sur le plan culturel, sur le plan économique, chaque Congo nation qui se sur l'autre côté, il y a plus de monde dans la workforce là. Il y a plus de monde qui travaille, il y a plus de taxes qui payent, il y a plus de cartes qui achetées, il y a plus de machines qui achetées, il y a plus tout ça utilisé pour vivre, il y a plus de dépenses qui fait pour ça, il y a l'argent qui entre dans ce état. Et je pense que c'est capable de effet, mais c'est pas trop grand. Et c'est pas trop grand qui raison c'est parce que même le monde qui immigre contribue à l'économie américaine, mais l'économie américaine, il utilise tout pour aider on cherche à immigrants. Par exemple, on dit on immigre qui vit ici bien, qui pas de assurance santé. Le monde ça malade, c'est dans le système dans l'entrée, c'est dans le système dans les points avantages, côté le cas pour médicaments gratis, côté le cas de consultation gratis, côté le cas de médecin gratis. Il n'est pas proportionnel ça par rapport à ça mon bail là, mais n'empêche que là on va le balancer ou pas parce que moun ça pas dans workforce pas encore la pose un problème économique, mais c'est un problème économique qui a un gros impact sur l'économie américaine en soi. Alors pour terminer, Maître Sourette Michel, donc nous avons dit que quand même il y a espoir toujours, des décisions qu'on va prendre au bénéfice pour renouveler TPS. Bon, honnêtement, capable de dire oui, il y a des bagages depuis il y a des dialogues qui ont fait, il y a des gens qui ont parlé de négociations qui ont fait, n'importe bagages qui arrive n'importe qui là, mais il y a une bagages qui est extrêmement important et notre point nous est là, c'est vraiment monde qui a accès à table là. C'est moun qui peut dans tête bataille là pour parler négocier parce que les décisions à faites dans Maison Blanche ou bien dans le département d'État, moi-même comme un citoyen privé, je n'ai pas accès à département d'État, je n'ai pas accès à Maison Blanche, mais la diplomatie haïtienne, le gouvernement haïtien a ces accès là. Alors je pense que même ils ont un rôle pour jouer dans cette fait là pour aussi plus ou moins étable à pas renverser. En faveur de mon déjà là, en 22 novembre arrivé. Alors, merci beaucoup, Maître Sourette Michel, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour nous parler de dossier ça, qui vraiment font pile l'actualité, tant en Haïti que dans la diaspora, la question du TPS, notamment, nouvelle qui se fait quoi que bon, est capable finalement pas renouveler TPS, ou bien capable de renouveler, en tout cas, et tout Haïtien a plein de décisions ça, qui peut le prendre au niveau de l'administration de Donald Trump. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, monsieur. Bye bye. Ok, au revoir.
C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. Nos invités aujourd'hui, le responsable du gré Himmler Rebu, le directeur de l'ISC, le professeur Ronnie Desroches et maître Surette Michel, spécialiste des questions liées à l'immigration. Donc on a parlé du TPS. La rediffusion de cette émission à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.